Merci, monsieur l'éditeur. Je salue tous ceux qui sont venus aujourd'hui écouter parler de cet ouvrage. C'est très agréable de réapparaître devant cette audience distinguée et intellectuellement forte, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs audiences européennes aujourd'hui. Je me permettrai de ne pas trop parler de mon livre parce que, comme l'a dit Denis Cobenage, ça serait gâcher la possibilité de le lire. Mais je voudrais parler de quelques questions centrales à la politique européenne et mondiale d'aujourd'hui qui sont approchées dans cet ouvrage, parce que ce n'est pas seulement un livre sur l'évolution de la politique extérieure de la Russie, mais c'est aussi un livre sur l'évolution du monde pendant ces 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, ou au moins de la première guerre froide, et la chute de l'Union soviétique. Si on me posait la question, quel est le monde dans lequel nous vivons, on peut donner bien sûr des définitions tout à fait différentes à ce monde, mais je dirais que dans le domaine de la géopolitique, c'est le monde des pourquoi. Et des pourquoi qui paraîtraient très étranges à ceux qui vivaient au début des années 90, quand il paraissait que la fin de l'histoire s'est instaurée, l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis sont vainqueurs avec leurs alliés représentant des systèmes démocratiques et libéraux, et que le monde entier va épouser ce système démocratique et libéral qui sera la réponse à toutes les questions qui se posent par les diverses nations du monde entier. Les pourquoi qui sont apparus depuis nous démontrent qu'il y a un profond malaise, pas seulement dans la réflexion, mais dans la politique, dans la vie réelle du monde actuel. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont un président comme Donald Trump? C'est une question qui se pose, parce que c'est vraiment un président sans précédent. Pourquoi est-ce que, au temps où l'Europe devrait se réjouir du succès de l'expérience de l'Union européenne, quand elle s'est élargie jusqu'à 28 ou 29 participants, le président de la République française, Emmanuel Macron, donne une interview révolutionnaire à l'Économiste, où il met sous question toutes les fondations, à vrai dire, de l'ordre d'aujourd'hui, ou au moins indique que les approches banales et épousées par plusieurs leaders européens aux questions de l'Europe ne donnent pas de réponse, qui pourrait promouvoir le développement de l'Europe sur l'échiquier international. Pourquoi est-ce que les problèmes du Moyen-Orient ne sont toujours pas résolus? Même plus, ces problèmes se sont accrus d'une manière absolument atroce. Si vous comparez le Moyen-Orient de 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, et les problèmes du Moyen-Orient d'aujourd'hui, mais ce sont deux mondes différents. Parce que le Moyen-Orient était une région de stabilité en 1991. On avait bien sûr quelques problèmes entre les Israéliens et les Palestiniens, mais ils existent toujours. Il y avait bien sûr eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Il y a eu des problèmes entre l'Inde et le Pakistan, mais en principe, cette énorme zone du Maroc jusqu'au Pakistan était une zone d'une relativité, d'une stabilité relative. Et donc il y a beaucoup de pourquoi qui se posent aujourd'hui, et je pense qu'il y a une réponse à ces pourquoi. Et je pense que la grande réponse à toutes ces questions, c'est que le monde unipolaire a cessé de fonctionner. Le monde qui repose sur un centre unique de prise de décision, même si ce centre partage une partie de ses possibilités avec l'Europe, avec l'OTAN, avec l'Union européenne, même si les États-Unis, en tant que
le pays leader de ce centre de prise de décision, s'adresse, parfois au moins, à ses alliés pour trouver des réponses communes, voilà, ce monde unipolaire a cessé de fonctionner. Et je pense que c'est ça la raison pour ces nombreux pourquoi qui apparaissent aujourd'hui devant les Américains, les Européens, les Russes, et ainsi de suite. Monsieur Trump, ce n'est pas un accident qu'il a été choisi, le président des États-Unis. Trump représente une Amérique fiévreuse, nerveuse, une Amérique qui se sent soudain fragile face aux défis du monde entier. Si l'Amérique était un centre naturel du monde unipolaire, sûr d'elle-même, en état de stabilité psychologique, ne voyant pas de défis immédiats qu'il faudrait résoudre, je ne pense pas que M. Trump aurait eu des chances d'être élu président de ce pays. Mais il a été élu contre un représentant, ou plutôt une représentante, d'une élite classique, traditionnelle américaine, mais qui proposait aux Américains les anciennes réponses. Les réponses qui correspondaient aux années peut-être 90, peut-être au début du 21e siècle, mais ne correspondent plus aux questions que se posaient les Américains à la fin de la deuxième décennie de ce siècle que nous vivons. Et je pense que de la même façon, l'Europe qui, paraît-il, devait vivre un long moment de bonheur après la chute de Berlin, pour une nombreuse raison, ne vit pas ce moment de bonheur. L'Europe qui s'est élargie, qui a accepté, peut-être pas toujours intelligemment, certains pays de l'Europe de l'Est qui n'étaient pas vraiment prêts à intégrer l'Union européenne, mais tout de même qui s'est élargie jusqu'aux frontières de la Russie, au lieu de se sentir un des centres du monde, se sent un des centres de perte d'influence, un grand absent sur l'échiquier international. Et c'est d'ailleurs aussi, et je reviens, et je vais revenir toujours vers l'interview d'Emmanuel Macron, parce que je pense que Emmanuel Macron est devenu le premier leader européen qui n'a pas eu peur de poser ces grandes questions importantes que l'Europe considère aujourd'hui. Si l'Europe est tellement forte, si le projet européen a eu aussi de succès, pourquoi est-ce que le président français dit que l'Europe peut devenir une non-entité géopolitique? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser qu'il a une approche correcte de cette question. Est-ce qu'on voit beaucoup d'Europe aujourd'hui dans le monde? Une question très intéressante. Bien sûr, il y a les éléments culturels, il y a ce qu'on appelle la soft power. Bien sûr, la culture française va promouvoir la France dans le monde, mais la France perd à la langue anglaise, le français perd à la langue anglaise, vous le connaissez très bien, et va probablement continuer de le perdre. Est-ce que l'Europe est présente dans les grandes crises internationales d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on voit l'Europe jouer un rôle primordial? Le seul endroit où je vois ce rôle de l'Europe, c'était ce fameux contrat sur le programme nucléaire de l'Iran, qui a été signé en 2015, mais depuis a été réconsidéré par les États-Unis, et les Européens ont dit nous ne sommes pas d'accord, mais ils n'ont pu rien faire. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui sont utilisées par les États-Unis contre l'Iran sont élargies par les Américains par des sanctions secondaires contre les compagnies européennes qui vont avoir affaire à l'Iran, et donc elles sont punies par les États-Unis pour violer les sanctions primordiales de l'Amérique contre Téhéran. Et donc c'est le seul endroit, parce qu'en Syrie, est-ce que l'Europe existe en Syrie? Je sais que la France a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir les forces démocratiques de la Syrie, comme on les appelle ici, pour soutenir les États-Unis, pour jouer un certain rôle, mais à vrai dire, c'est comme la Grande-Bretagne, c'est une présence secondaire. Il n'y a pas de rôle européen en Syrie, à vrai dire. Il y a les États-Unis toujours, oui, ils partent, ils reviennent, ils viennent pour le pétrole, bon ça va continuer.
il faut suivre le Twitter de M. Trump, parce que ça va changer. Mais les Américains, au moins, sont plus ou moins présents. Il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a bien sûr la Russie, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar. Bon, il y a presque tout le monde, mais je ne vois pas d'Union européenne en Syrie. Je ne vois pas de rôle autonome ou au moins réfléchi de l'Union européenne en Syrie. Est-ce que l'Union européenne est présente dans la solution du problème de la Corée du Nord? Non. C'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est la Russie. Nous ne jouons pas un rôle primordial dans cette affaire, mais nous sommes présents. Nous avons des pourparlers avec les dirigeants coréens sur ces questions, avec les Américains sur ces questions, avec les Chinois sur ces questions, mais l'Europe n'est pas présente. Est-ce que l'Europe est présente dans la situation autour du Golfe Persique? Non plus. Et donc, je pense que M. Macron a remarqué qu'il y a une perte d'influence. Si sur le continent européen, l'Union européenne, c'est une réalité très importante, avec des racines très profondes et avec beaucoup de succès dans le domaine économique, sociaux, domaine des droits de l'homme, et ainsi de suite. À l'extérieur du continent européen, on ne voit pas beaucoup d'Europe. Et si on me demande pourquoi ça se passe, je pense qu'une des réponses, c'est que l'Europe s'est fiée à la politique étrangère des États-Unis. L'Europe a décidé qu'elle va être représentée dans les autres régions. Ici, je ne fais une petite remarque, une note, je ne parle pas de la zone du Sahel, de Mali, voilà, c'est une chose assez spéciale pour la France, mais je parle de la grande politique internationale. Donc l'Europe a décidé que c'est les États-Unis qui vont représenter ses intérêts dans le grand monde. Et l'Europe, en tant que pays européen, en tant qu'allié des États-Unis, elle va essayer d'influencer l'Amérique sur ces questions. Je pense que cette formule n'a vraiment pas bien joué, parce que l'Amérique, c'est une superpuissance. C'est un hégémone raté, à mon avis, mais il se considère un hégémone. Les superpuissances, les hégémones sont toujours très égoïstes. Et c'est démontré par la politique de M. Trump. Ils n'ont pas écouté quelques conseils européens, sauf si ces conseils correspondent complètement à la vision américaine. Et donc, et le problème avec la vision américaine, c'est que, comme tout hégémone, il essaye d'avoir de plus en plus de présence, d'influence, de contrôle, et ainsi de suite. Et ça a mené pendant les 20 dernières années à des conséquences extrêmement néfastes. Si vous considérez la politique américaine de 2001, quand Bush a déclaré la guerre contre la terreur, contre les terroristes, jusqu'à 2019, donc 18 ans de politique étrangère, vous allez remarquer qu'elle a été ponctuée par un nombre de défaites très importantes politiques. Si on commence par exemple, Afghanistan, la guerre a été commencée en Afghanistan en octobre 2001. La guerre continue toujours. Il n'y a pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. C'est pour ça que Trump conduit pour parler avec les talibans. Donc, après 18 ans de guerre que mène l'Amérique, avec un certain soutien de l'OTAN et avec une petite participation de la Russie, pas aujourd'hui, mais on a joué un certain rôle dans le début des années 2000, après 18 ans de guerre, l'Afghanistan est toujours contrôlé par les talibans, sauf Kaboul, Kandahar et quelques autres villes. Et je pense qu'il y aura une entente entre les Américains et les talibans, que les Américains vont s'en aller de ce pays, et l'OTAN, bien sûr, suivra l'Amérique. L'Irak, une victoire militaire, paraît-il, on a même pendu Saddam Hussein, pour une raison que je n'ai vraiment pas comprise, parce que, à vrai dire, s'il était, par exemple, exécuté par les Kurdes, ça aurait été une question, parce qu'il a vraiment violé les droits des Kurdes, et aussi il a attaqué les Kurdes et a tué les Kurdes. Mais pourquoi est-ce qu'il a été pendu par les Américains? C'est une grande question. Mais après cette victoire militaire, une défaite politique, parce que l'Irak, vous le voyez aujourd'hui, l'Irak est toujours un pays extrêmement instable, et l'apparition de l'État islamique, le Daesh, sur le territoire de l'Irak et de la Syrie, c'est encore une défaite
des États-Unis. Obama a appelé ça une conséquence imprévue de l'occupation de l'Irak, mais moi je corrigerais le président Obama et je dirais que c'était une conséquence prévue de l'occupation de l'Irak. Parce que quand vous créez un vacuum, un vide de pouvoir, évidemment un mouvement violent, terroriste, djihadiste va occuper au Moyen-Orient, c'est évident. Il ne faut pas être trop intelligent pour ça. Pour comprendre que ce sont ces gens-là qui essaieront de saisir le pouvoir. Donc c'est le point numéro 3. La défaite en Syrie. Ce qui s'est passé avec l'Amérique en Syrie, c'est une défaite pure et dure. Parce qu'ils ont soutenu toutes les forces qui étaient capables de remplacer Assad. Ils ont soutenu le Daesh jusqu'à un certain moment, jusqu'en 2015. Ils ont soutenu Jabhat al-Nusra, cette grande coalition de mouvements djihadistes. Ils ont soutenu l'ancienne Al-Qaïda. Ils ont soutenu presque tout le monde qui combattait Assad. Et je me demandais quelle était la raison des États-Unis pour avoir, au lieu d'un leader qui est loin d'être idéal, mais montrez-moi des leaders idéaux au Moyen-Orient, au lieu de le conserver au pouvoir, de le renverser avec des forces djihadistes anti-occidentales. Assad n'a jamais coupé de tête aux journalistes européens ou américains. Et le Daesh l'a fait. Assad n'a jamais attaqué par des attaques terroristes les villes européennes, et le Daesh l'a fait. Donc je pense que les Américains sont un peu pris dans ce jeu de changement de régime, mais en Syrie, on ne leur a pas permis de faire ce qu'ils ont fait en Libye. Et ils ont perdu. En Syrie, c'est évident, conserver 500 marins, comment ils s'appellent déjà, ces forces américaines qui contrôlent les puits de pétrole à l'est de Syrie, c'est tout de même une bataille d'arrière-garde. Ça s'appelle les Blue Seals. Pardon? C'est les Blue Seals, les forces secrètes. Les forces secrètes, voilà. Blue Seals. Allez, oui, Blue Seals, oui. Voilà. Alors bon, c'est une présence symbolique et c'est une présence qui va finir de toute façon. Donc, c'est une défaite. Je me rappelle Obama qui a dit en 2012, mars 2012, il a dit que les jours de Assad sont comptés. Assad days are numbered, en anglais. Eh bien, Obama, il compte toujours ces jours-là. La Libye, à mon avis, la Libye, c'est une défaite formidable de l'OTAN et des États-Unis. Parce que je me rappelle le triomphalisme dans les pays de l'OTAN après la victoire militaire, évidemment, en Libye, mais personne n'a pensé ce qui va se passer ensuite. Je me rappelle les hommes politiques américains compter combien de bombes et de missiles ont été envoyés sur le territoire libyen par l'OTAN et quel était le pourcentage des bombes et missiles américaines. Et ils se vantaient du fait que 75% de ces bombes et ces missiles venaient des États-Unis. Donc les États-Unis, c'est le pays qui prend la responsabilité pour ce qui est advenu en Libye aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit en Libye aujourd'hui? Un général qui contrôle l'armée, un parlement qui contrôle l'est du pays, un gouvernement qui contrôle presque rien, et des groupes de Daesh qui contrôlent certains endroits dans la région de Sirte, au nord du pays. Et donc, si on voulait apporter la démocratie en Libye, c'était évidemment pas cette opération qui a apporté la démocratie, elle a apporté le chaos. Et aujourd'hui, comme vous savez, chaque année, à peu près 70-80 000 personnes voudraient traverser la mer Méditerranée pour s'installer en Europe en partant de la Libye. Donc c'est numéro 6. Et je peux énumérer et énumérer et énumérer encore. Je vois une série de défaites de la politique américaine, et même les succès, ou les choses qui sont considérées comme des succès, c'est des faux succès. Par exemple, cette opération théâtrale de Trump de franchir la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, d'aller du côté nord-coréen. D'ailleurs, côté théâtre, j'applaudis. C'était bien fait. C'était une image parfaite pour la télévision. Le coréen trapu, le grand Trump, presque s'embrassait sur cette ligne de partage, une ligne de guerre froide. Moi, j'ai été à Panmunjom, j'ai été dans ce village, et on ressent vraiment encore dans ce village, on ressent la guerre de Corée de 1951-53.
Et donc, je pense qu'avec le sens du show que possède le président Trump, il a bien compris que ça va créer l'impression que la solution a été trouvée, et trouvée par l'Amérique. Mais quelle solution a été trouvée? La seule solution qui a été trouvée, d'abaisser le niveau de confrontation autour du programme nucléaire de la Corée du Nord. Ça, c'est vrai. Ça, il l'a acquis. Mais je veux signaler que M. Kim Il-sung n'a pas rejeté, n'a pas détruit une seule ogive nucléaire qui est dans son potentiel. Il y avait 60, et il y a toujours 60. Peut-être qu'il y en a même plus aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que M. Trump voudrait bien résoudre cette question, qu'il est sincère quand il dit que je veux qu'il n'y a plus d'armement nucléaire sur la péninsule coréenne, mais il ne peut pas le faire. Et comme il ne peut pas le faire, il fait du théâtre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense beaucoup de pourquoi qui se pose s'explique par le fait que le monde unipolaire ne fonctionne plus. Et même en Europe, j'entends de plus en plus les hommes politiques me dire que l'Amérique s'en va. Et ce n'est pas seulement à cause de Trump. Elle va s'en aller. Peut-être, oui, avec les démocrates, il y aura un remariage partiel, mais tout de même, l'Amérique devient de plus en plus égoïste, elle est de plus en plus concentrée par ses problèmes intérieurs, que l'Europe est de moins en moins considérée par les États-Unis comme un continent important, qu'il y a une dérivation vers le Pacifique, ça a commencé déjà du temps de Barack Obama, que c'est la Chine qui devient beaucoup plus importante en tant que partenaire et adversaire des États-Unis, et donc que l'Europe ne va plus occuper ce rôle primordial dans la stratégie mondiale des États-Unis. Donc même ici, on peut débattre sur cette question, si les États-Unis vont quitter l'Europe. Je ne pense pas que ça va se passer d'une manière décisive, je ne pense pas même que les États-Unis vont vraiment quitter l'Europe, mais que le fait que le poids de l'Europe dans la stratégie globale des États-Unis est en train de tomber, je pense que oui, ça, avec ce fait, je suis d'accord. Et donc, en Russie, au début des années 90, on avait aussi une notion naïve, un peu romantique, du rôle futur de notre pays, de la place future de notre pays dans le système international. On a pensé que nous serons partie de cette communauté occidentale, n'étant pas nécessairement membres de l'OTAN, ne pouvant pas être admis dans l'Union européenne, le comprenons très bien. Nous serons un partenaire à partie égale des États-Unis, et avec les Européens, on définirait un peu les destins du monde. Je pense que cette idée qui a été épousée par Boris Yeltsin était absolument irréaliste, parce que la Russie des années 90 était trop faible pour jouer un rôle de partenaire égal aux États-Unis, ce qui a été démontré par le président Clinton au président Yeltsin beaucoup de fois. Mais le dramatisme de cette relation entre la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre, ce n'était pas que nous n'avons pas été admis dans l'Alliance occidentale, mais c'est que l'Alliance occidentale a commencé sa marche vers les frontières russes sur les anciennes bases de la guerre froide. Parce que quoi qu'on dise de l'OTAN, et j'ai connu 3 ou 4 secrétaires généraux de cette organisation, et ils m'ont tous expliqué que l'OTAN c'est une organisation de promotion de la démocratie, et que l'OTAN devient de moins en moins militaire. J'ai entendu ça en 94, 95, 96, 97, et puis il y a eu la guerre de la Yougoslavie, il y a eu des bombardements de l'OTAN de la capitale de la Serbie, Belgrade, puis il y a eu la guerre de l'OTAN en Libye, et ainsi de suite, et tout le monde s'est rappelé qu'en fin de compte, tout de même, l'OTAN c'est une organisation militaire, parce que autrement, elle n'aurait pas pu mener ses opérations contre un nombre de pays en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Et quand on a vu qu'il y a une marche dans notre direction, c'est pas nous qui avions rapproché les centres de l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui a commencé à marcher du côté de la Russie. On a compris le message. On a compris que nous ne serons pas admis. Et si on n'est pas admis, on doit trouver une autre politique. Parce qu'on ne peut pas frapper dans une porte fermée. Et je pense que c'est justement
l'expansion de l'OTAN qui a été le premier signal pour l'opinion publique russe, pour la direction russe, qu'il faut changer de politique. C'est à cause de ça que Andrei Kozyrev, le premier ministre des Affaires étrangères de la Russie, placé par Yeltsin, qui était connu pour ses points de vue pro-américains, pro-occidentaux, très libéral, et ainsi de suite, a été remplacé par Yevgeny Primakov, un homme beaucoup plus classique dans l'exercice de la politique étrangère, et avec une notion très forte des intérêts de sécurité de la Russie. Et à ce moment-là, je participais à beaucoup de conférences internationales, à Londres, à Washington, à Paris, à Berlin, un peu partout, où nous débattions l'expansion de l'OTAN et les conséquences de cette expansion pour les relations entre la Russie et l'Occident. Et quand nous manifestions un désaccord avec cette stratégie, la question qu'on nous posait, nous, aux Russes, mais qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? C'était pas une question, vous voyez, assez correcte, je dirais. La logique était que, de toute façon, vous ne pouvez pas vous opposer à l'expansion de l'OTAN. Et nous admettions que, oui, on ne peut pas nous opposer à l'expansion de l'OTAN, on ne va pas diriger les troupes vers la frontière polonaise, on ne va pas envoyer nos tanks quelque part à la frontière avec le pays baltes, mais ce qu'on a essayé d'expliquer, vous allez obtenir l'aviation polonaise et la flotte tchèque, comme a écrit un journaliste américain, mais vous allez perdre la Russie en tant que partenaire stratégique. Alors c'était ça le choix pour les centres de la prise de décision de l'OTAN. En intégrant l'Europe de l'Est, l'OTAN est devenu plus fort, évidemment, mais elle a perdu la Russie comme partenaire stratégique. Et depuis la fin des années 90, quand c'est devenu clair que ça sera le cas, on a vu un détachement de la Russie progressif de la communauté occidentale. Il y a eu des stages, il y a eu des phases. C'est pas arrivé immédiatement. Et je décris justement ces stages dans le livre. Ça a passé par des pourparlers compliqués, mais ces stages sont absolument évidents. Ça a commencé par la guerre en Géorgie, après que la Géorgie a bombardé la capitale de l'Ossétie du Sud, Tskhinval, au début de août 2008. Et un mois après, on a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. C'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était le désaccord sur la Libye, parce que nous avons voté, nous sommes abstenus sur la résolution 1973 sur la Libye, parce qu'elle stipulait la défense de la population civile en Libye. Mais elle ne donnait pas le droit de détruire l'État libyen et de tuer son leader. Ce n'était pas dans les textes. Mais l'OTAN a fait une autre lecture de cette résolution, que ça donnait le droit de détruire l'État libyen. Et après ça, le troisième stage, c'était la Syrie, parce que les désaccords entre nous et par exemple les Américains sur la Syrie ont commencé en 2012, et nous avions déjà à ce moment-là des points de vue absolument différents. Qu'on ne peut pas déloger un leader qui préside une Syrie multinationale, multiethnique, multireligieuse, paisible, et d'ailleurs laïque par son type d'existence sociale, par des forces de l'islam radical, de forces djihadistes, qui ramènent avec eux tout ce qu'on connaît. Et c'est seulement après que l'Ukraine est arrivée. Donc il y a eu une longue crise de relations entre la Russie et l'Occident que je suis dans mon livre en essayant d'expliquer les positions russes, les conceptions russes, comment on voyait les raisons pour comment on se détachait de plus en plus de la vision américaine, voire occidentale, de ces crises critiques pour les destins du monde et pour nos relations. Jean-Pierre Chevènement a dit qu'il y avait une série de malentendus
je suis d'accord qu'il y avait des malentendus, mais je pense qu'à la base de ces malentendus, il y avait deux conceptions différentes du monde. C'était la conception unipolaire poursuivie par les États-Unis et acceptée par l'Europe. Je ne dis pas que l'Europe était vraiment, enfin, pas tout le monde en Europe était vraiment très partisan de cette conception unipolaire, mais elle a été acceptée par l'Europe comme quelque chose qui convient à l'Europe. Et la vision russe, qui a été formulée par Vladimir Poutine à Munich, dans son discours à la conférence de Munich en février 2007, où nous avons expliqué pourquoi le monde unipolaire ne correspond pas aux intérêts de la Russie, pourquoi la Russie ne se voit pas dans un monde unipolaire. Comme nous ne sommes pas les alliés américains, nous ne faisons pas partie de l'Alliance américaine, nous ne sommes pas partie de l'Union européenne, donc on ne se voit pas dans un monde contrôlé par ce système occidental, où nos intérêts nationaux, évidemment, seraient considérés comme secondaires ou même pire. Et c'est ça la raison profonde, à mon avis, de ces malentendus. En ce qui concerne le moment d'aujourd'hui, je suis absolument d'accord avec Jean-Pierre que l'Europe et la Russie doivent penser au futur. Et quel sera le futur du monde quand les États-Unis vont se heurter à la Chine, si on veut être quelque part à la marge de cette confrontation, ou bien jouer un rôle important. Mais il y a 2 ou 3 commentaires que je veux faire à cette considération. Premièrement, Jean-Pierre a dit qu'il ne pense pas que les Américains considèrent la Russie comme adversaire plus important pour eux que la Chine, si j'ai bien compris, que c'est la Chine tout de même qui est leur mal de tête principal. Je dirais que les Américains considèrent, ils ne comparent pas la Russie à la Chine. Je pense qu'ils considèrent la Russie un adversaire qui doit être vaincu en premier lieu, et puis ça sera le tour de la Chine. Donc c'est une autre logique. Et d'ailleurs, notre relation avec la Chine, aujourd'hui, quand les Chinois soutiennent les positions internationales de la Russie, est due au fait que les Chinois comprennent très bien qu'aujourd'hui, l'adversaire des Américains numéro 1, c'est la Russie. Et s'ils réussissent à courber la Russie, l'adversaire suivant sera la Chine. Donc c'est pour ça qu'il y a cette entente russo-chinoise, des relations très proches entre Moscou et Pékin, parce que les États-Unis font tout leur possible pour nous faire rapprocher. D'ailleurs, ça va contre la maxime fameuse de Henry Kissinger, qui a toujours dit que l'Amérique peut se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Moscou si elle a de bonnes relations avec Pékin. Elle peut se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Pékin s'il a de bonnes relations avec Moscou, mais elle ne peut pas se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Moscou et Pékin à la fois. C'est justement ce qui est fait depuis une dizaine d'années par l'administration Obama et maintenant par l'administration de M. Trump. Donc, par ça, je veux dire que les Américains ne vont pas cesser leur effort de domination internationale. Et la raison, c'est que les États-Unis ne se voient pas comme une puissance comme les autres. Ils ne se voient même pas comme une grande puissance. Ils se considèrent comme la nouvelle Rome, comme une superpuissance par définition. Comme l'a dit Obama à l'ONU, nation unique, nation exceptionnelle. Vous imaginez qu'un président de quelconque pays vient à la tribune de l'ONU pour dire aux gens qui sont là, représentants de 200 nations, dire, écoutez, là, vous êtes là, oui, bon, mais la nation exceptionnelle, c'est nous. Et je vois ici, c'est presque une remarque freudienne, vous voyez, il ne comprend même pas le niveau d'insulte qu'il porte aux gens qui l'écoutent dans la salle des Nations Unies. Parce que qui a conféré cette position d'exception à l'Amérique? C'est qui? C'est Dieu ou c'est Satan? Je me perds en quête de la réponse à cette question, mais c'est une chose extrêmement profonde pour la mentalité américaine.
Le dernier héros américain qui vient d'être, la mort duquel a été considérée comme une tragédie nationale en Amérique. Et toute l'élite américaine est venue à son enterrement. C'est pas un professeur de Harvard des sciences humanitaires, c'est John McCain. C'est John McCain, c'est ça l'héros de l'Amérique. Et donc, je ne vois pas que l'Amérique change de mode de conduite. Et si, comme elle ne change pas de mode de conduite, ça restera une puissance, même affaiblie, mais qui essaiera de conserver son hégémonie, de conserver son rôle primordial dans les relations internationales par n'importe quel moyen. Aussi, et souvent, militaire. Et là, je suis absolument d'accord que l'Europe a tout intérêt à réfléchir à ça. Est-ce que cette stratégie des États-Unis correspond à l'Europe? Est-ce que vraiment l'Europe se sent défendue par cette Amérique? Est-ce que les conséquences des réponses qui sont offertes par les États-Unis aux multiples crises internationales, ces conséquences ne sont-elles pas trop néfastes pour l'Europe? Par exemple, l'Europe a laissé aux Américains le Moyen-Orient. Et l'Union soviétique, quand elle a cessé d'exister, les parties du Moyen-Orient, on a dit aux Américains, bon, vous nous avez dit que vous cassez les pieds tout le temps, vous empêchez de faire la paix entre Israël et les Palestiniens, bon, allez-y. Vous avez, voilà, le champ libre. En 1891, la Russie est partie du Moyen-Orient. On avait quelques ambassades, mais on n'avait pas de présence. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit au Moyen-Orient aujourd'hui? C'est l'annexion des monts du Golan, c'est le mur autour de l'autonomie palestinienne, et c'est toutes les choses que vous connaissez. On a laissé aux Américains pendant 30 ans de diriger la situation au Moyen-Orient. Et on voit les résultats. Et pour l'Europe, c'est ces centaines de milliers d'émigrés, de quêteurs d'asile, qui sont arrivés en Europe. Et maintenant, d'ailleurs, si on en croit au ministre des Affaires intérieures de l'Allemagne, M. Seehofer, il y a une seconde vague qui va arriver. Déjà sur l'île de Mytilini en Grèce, il paraît que ça grimpe, ça monte le nombre des émigrés parce que Erdogan ouvre un peu les portes ici et là et donc les gens s'échappent en Grèce. Mais vous savez que la Grèce, ce n'est pas le point de destination. C'est les pays riches de l'Europe qui sont les points de destination de ces vagues humaines. Et c'est la conséquence d'une certaine politique au Moyen-Orient. Une politique de changement de régime, de soutien de certaines forces déstabilisatrices et ainsi de suite. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est le temps de repenser pour le monde entier leur rôle international. Amérique s'en occupe, de repenser son rôle en conservant cette conception d'hégémonie globale, mais tout de même reconsidérer un peu le monde. L'Europe, comme l'a démontré l'interview du président Macron, au moins en partie, pense aussi au futur. Où est-ce que sera l'Europe entre les États-Unis, la Chine, la Russie et le monde musulman d'ailleurs. Et quels sont les éléments forts de l'Europe? Parce qu'on ne peut pas survivre dans un monde où la violence occupe une place aussi importante par seulement des moyens de la soft power, par la culture, l'économie, toutes les bonnes choses qui existent en Europe, mais d'où l'idée d'une armée européenne. Donc ces réflexions, je pense qu'elles sont dues à ce changement de modèle mondial. Il s'est avéré que le monde unipolaire n'est pas réel, il ne peut pas être établi, que l'Amérique va toujours essayer de le faire, mais avec beaucoup de conséquences négatives pour les régions où elle va essayer de jouer un rôle actif, que l'Europe va recueillir les retombées de cette politique américaine, et que derrière toutes ces crises internationales de premier ordre, il y aura la Chine qui va se développer, qui va s'élargir, qui va devenir de plus en plus puissante, qui deviendra le premier pays de l'ONU par le financement. Je suis absolument sûr, aujourd'hui les Chinois c'est 13,5% de financement du budget de l'ONU, les Américains c'est 23%. Mais dans 30 années, je pense que ça sera le contraire. Et donc la Chine viendra, bien sûr, ici, et pas seulement des touristes. Dans quelle forme?
qu'est-ce qu'elle va contrôler en Europe? Quelle partie de l'économie? Et ici, oui, et c'est là que je suis absolument d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, que nous sommes, par la nature des choses, des partenaires naturels. Parce que la Russie, c'est un pays européen. Si vous allez vous faisiez un parcours de Smolensk jusqu'à Vladivostok, vous allez remarquer qu'il y a moins de différence qu'entre la Normandie et Nice. Parce qu'en Normandie, on parle une langue, et Nice, une autre. Enfin, plus ou moins, l'accent au moins est différent. Mais si vous voyagez de Smolensk à Vladivostok, vous allez voir que les gens parlent la même langue. On se comprend très bien. C'est une étendue énorme qui est contrôlée par la Russie, avec certains problèmes à coup sûr, parce qu'il y a un développement de l'Extrême-Orient. Nous avons des problèmes là-bas avec le nombre d'habitants, mais tout de même, c'est une espace eurasienne du point de vue géographique, mais européenne du point de vue culturel, politique, géostratégique, si vous voulez. Cette énorme Russie appartient à l'Europe. Mais en Europe, il y a toujours le sentiment qu'il faut s'appuyer sur le grand centre de pouvoir qui se situe outre l'Atlantique. Donc, je pense qu'il est temps pour l'Europe de commencer à repenser son existence stratégique et géopolitique. Je pense qu'en Europe, il y a des forces qui comprennent ce grand enjeu pour l'Europe du XXIe siècle. Mais aussi, je ne pense pas qu'il faut toujours écouter quelques pays qui sont les otages de leur histoire et qu'ils ont eu des problèmes avec la Russie, je ne le nie pas, comme quelques républiques sur la mer Baltique, ou la Pologne qui vit toujours en 1939. Est-ce que vous avez remarqué une seule initiative internationale de la Pologne? Est-ce que vous avez remarqué que la Pologne a joué un rôle dans quelques crises internationales? Qui est-ce que la Pologne a aidé? Au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, quelque part. La Pologne vit en 1939. C'est son seul point de repère, c'est sa seule idéologie nationale. Nous sommes les grandes victimes de la Russie et de l'Allemagne d'Hitler. C'est une conception absolument tournée vers le passé. Et je me demande si les pays qui vivent dans le passé doivent définir le futur de l'Europe. Parce qu'il paraît que quand, par exemple, la France commence à poser des questions importantes, il y a les représentants des pays voisins de la Russie qui viennent à Paris et qui disent « Mais écoutez, mais qu'est-ce que vous disiez? On ne peut pas avoir un dialogue avec les Russes. Mais regardez notre histoire. Mais on ne peut pas vivre toujours dans le passé. » Parce que si on vivait dans le passé, on ne pourrait pas avoir des relations avec l'Allemagne. Ils ont tué, l'Allemagne d'Hitler a tué 27 millions de gens sur notre territoire. Mais tout de même, on ne reproche pas aux générations modernes ce qui a été fait en 1941-45. Si la France vivait dans l'histoire et l'Allemagne vivait seulement dans l'histoire, quelle entente franco-allemande aurait été possible après la guerre franco-prussienne, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale? On ne peut pas rester dans l'histoire. Mais il y a quelques pays qui restent toujours dans l'histoire. Aussi les Suédois, par exemple. Ils sont toujours énervés par le fait qu'ils ont perdu la bataille de Poltava à Pierre-le-Grand. En 1709, je viens de lire un article dans un journal suédois qui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a perdu la bataille de Poltava ?» C'est important, ça. Donc, on ne peut pas laisser définir le futur de l'Europe à ces pays limitrophes de la Russie, qui, oui, ont une histoire compliquée avec nous, et il faut laisser l'histoire à l'histoire. On peut la débattre, on peut avoir des débats, on peut écrire des livres, on peut être en désaccord sur l'histoire, mais on ne peut pas laisser à l'histoire définir le futur. Et donc je pense qu'on est venu à un certain moment, et je me réjouis d'ailleurs que voilà, cet impact qui vient de l'interview d'Emmanuel Macron à la discussion du futur de l'Europe et vient de Paris. À mon avis, ça démontre que la France conserve toujours cette capacité de générer de nouvelles idées. D'ailleurs, ce qu'elle a fait pendant des centenaires,
Parce que, et c'est peut-être à la France de commencer à reconsidérer ces choses. Parce que je ne pense pas que ça viendra de l'Allemagne. Vous voyez, quand l'Allemagne épouse une idée, elle va avec cette idée jusqu'à la fin. Vous avez remarqué. Le socialisme allemand à la GDR, dans l'Allemagne de l'Est était le plus socialiste de tous les socialistes en Europe. Les idées nazies ont poussé l'Allemagne à la perte, mais ils sont allés jusqu'à la fin avec toutes ces idées. Donc l'Allemagne, c'est un pays, c'est même pas un pays, c'est un concept. Il épouse un concept, ils vont jusqu'à la fin. Alors l'Allemagne, oui, c'est l'Amérique, c'est l'OTAN, tout est carré, comme ça, voilà. Mais la réalité n'est pas carrée. Et j'espère qu'on le comprend en France. Merci pour votre préface. Merci. Merci, monsieur le sénateur, pour cette intervention variée. Vous avez posé beaucoup de questions, vous avez répondu à certaines. Votre livre permet de chercher aussi des réponses. Il n'apporte pas toutes les réponses, mais il donne des outils pour essayer d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Europe et dans les relations internationales. On a mentionné, plusieurs intervenants ont mentionné le fameux discours du président Poutine à Munich en 2007. Je vous signale, c'est un tel tournant que nous avons inclus le texte de ce discours en annexe de ce livre. Est-ce que je vous passe la parole pour quelques annonces concernant l'Alliance franco-russe? Oui, mais à la fin. Je pense qu'on se réserve quelques questions, non? D'accord. Donc, questions. Nous avons très peu de temps, alors c'est très frustrant, je le comprends, mais s'il vous plaît, des questions courtes et précises. Est-ce que vous pensez, monsieur le sénateur, qu'un des problèmes que l'Europe a dans son attitude pour être un peu autonome et qui fait qu'elle se retourne vers le grand américain, n'est pas que le traumatisme de l'Allemagne vis-à-vis de l'armée? Et on a l'impression que l'Allemagne, sans une coopération militaire, en tout cas entre la France et l'Allemagne, il n'y a quand même pas d'existence stratégique européenne possible. Et le fait que l'Allemagne n'a pas encore surmonté les événements passés font qu'on n'y arrivera probablement pas avant ça. Je pense que le traumatisme allemand existe jusqu'aujourd'hui, mais j'ai tout de même l'impression que c'est un traumatisme tourné plutôt vers l'histoire de l'Allemagne que vers l'existence actuelle du pays. L'Allemagne est un pays qui n'a pas grand-chose à se reprocher les dernières 30-40 années, je veux dire. L'Allemagne était contre la guerre des États-Unis et de l'Angleterre en Irak, par exemple. Elle était du côté de la Russie et de la France, d'ailleurs. Il y avait cette fameuse troïka, Schröder, Chirac, Poutine, qui était contre la guerre en Irak. L'Allemagne n'a pas envoyé ses troupes, même ses services secrets, en Libye, par exemple, ce qui a été fait par d'autres pays. Et je ne pense pas qu'elle a bombardé la Libye. Donc, ce traumatisme mène l'Allemagne à jouer un rôle très modéré dans les opérations internationales militaires, ce qui, à mon avis, est bien. Par contre, vous me posez la question si ce traumatisme ne va pas empêcher l'Allemagne de créer, par exemple, cette armée européenne dont on parle beaucoup. Non, je ne pense pas, parce que l'idée de cette armée américaine, c'est pas un corps expéditionnaire pour aller combattre quelque part au Cambodge, c'est pour défendre l'Europe. Me paraît-il, c'est ça l'idée de cette armée européenne, et d'avoir un peu plus d'autonomie vis-à-vis des Américains. Mais la question principale ici, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les complexes de l'Allemagne. La question principale, c'est comment est-ce que cette armée européenne va se marier à la présence de l'Allemagne, et de la France d'ailleurs aussi, à l'OTAN.
Voilà, parce que l'OTAN, en fin de compte, c'est un système qui fait entrer tous les pays qui participent à l'OTAN dans un système de prise de décision militaire, de coordination militaire, d'envoi de troupes, par exemple, dans les pays baltes ou en Pologne, ou même en Afghanistan, ou même en Libye. Donc, quelle sera la place de cette armée européenne vis-à-vis l'existence, toujours continue, de l'OTAN? Parce que l'OTAN est une très forte organisation, avec une grande histoire, avec beaucoup d'adeptes dans les pays européens. Et c'est ça la question. Quel sera ce degré d'autonomie de l'Europe, même si elle crée l'Europe, cette armée européenne, en restant partie de l'OTAN? Là, il y a comme aurait dit Karl Marx, une contradiction dialectique. Mais cette contradiction dialectique, c'est à vous de trouver la réponse à cette contradiction. Oui, je pense qu'il n'y aura jamais d'armée européenne. Mais ma question est différente, ça concerne la route de la soie. Est-ce que vous n'avez pas peur, en Russie, de cette pénétration chinoise qui atteint le Kazakhstan, qui commence et qui, avec des autoroutes ultra rapides, un peu à l'image de celle que Hitler a construite avant la Deuxième Guerre mondiale, de façon à pouvoir faire passer ses chars de l'Est à l'Ouest? Est-ce que vous ne percevez pas un danger pour la Russie et ensuite pour nous, Européens? En plus, cette pénétration chinoise n'utilise pas le personnel, ne donne pas de travail aux Kazakhs, au contraire, c'est uniquement des Chinois et pas des Kazakhs. La question de la Chine, on l'a discuté aujourd'hui avec Jean-Pierre Chevènement quand on s'est rencontrés, est une question qui se pose en Russie et dans plusieurs capitales. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est quel danger représente la Chine. Parce que si on parle de compétition économique, je ne pense pas que quelqu'un puisse faire quelque chose. Alors oui, la Chine sera présente, sera puissante et sera omniprésente dans les régions surtout adjacentes à la Chine. Je pense qu'elle va être très forte en Asie centrale, elle est déjà très forte en Asie du sud-ouest, sud-est, à Singapour par exemple, quand on parle aux diplomates du Singapour, et on leur dit, mais est-ce que vous êtes vraiment, vous aimez tellement la politique extérieure américaine? Ils disent, écoutez, la politique extérieure américaine c'est une chose, mais c'est la seule puissance qui peut contrebalancer la Chine dans notre région. Donc ils ont ce point de vue assez spécial. L'Amérique, c'est la contrebalance à la Chine. Est-ce qu'il y a une menace militaire de la Chine envers la Russie? Nous ne voyons pas de menace militaire. La Chine est à un autre niveau de développement dans le domaine des armements nucléaires. 92% des armements nucléaires du potentiel mondial, c'est les armements de la Russie et des États-Unis. Donc la Chine, c'est à peu près 5%, et puis ensuite il y a la France, puis l'Angleterre, et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que la Chine va lancer un défi militaire, géopolitique à la Russie. Ce qui peut se passer, c'est le fait que de plus en plus de Chinois vont venir vivre sur le territoire russe. Aujourd'hui, il y a 250, 300 000 Chinois qui habitent sur le territoire russe. Une partie d'eux sont les citoyens de la Russie parce qu'ils sont mariés à des Russes. Les autres, ils sont venus travailler. Puis il y a les parents de ceux qui y habitent, qui viennent. Et nous avons une population de 7 millions de citoyens russes qui habitent en Extrême-Orient, sur 300 000 Chinois, dont je ne dirais pas que c'est une catastrophe pour le moment, mais c'est un signal déjà. Il faut, mais la réponse, à mon avis, c'est de ne pas ériger un mur entre la Russie et la Chine, comme M. Trump a érigé ce mur entre les États-Unis et le Mexique. Mais la réponse, c'est d'avoir une politique sociale et économique qui ferait que les gens viendraient en Extrême-Orient. S'il y a un développement actif
de l'Extrême-Orient, et le niveau de vie dans cette région va monter, donc il y aura de plus en plus de citoyens russes qui viendront travailler dans cette région. Donc, nous ne voyons pas de menace imminente, je dirais, mais nous comprenons bien sûr que le rôle de la Chine va monter. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi nous restons attachés à l'idée d'un espace commun avec l'Europe, un espace commun économique, juridique, politique même, qui a été déclaré dans la stratégie de partenariat qui a été signée entre la Russie et l'Union européenne en l'an 2000, je pense, mais qui a été revoquée par l'Union européenne en 2015 quand Mme Federica Mogherini a dit que voilà, c'est terminé, on n'est plus des partenaires stratégiques avec la Russie. Bon. Je ne sais pas à quoi ça sert, cette décision, je ne sais pas où est-ce que ça pousse l'Europe, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne à l'Europe. Mais cette décision a été prise pas à Moscou, elle a été prise à Bruxelles. Donc nous restons ouverts à la conception d'un espace commun avec l'Europe, vis-à-vis aussi de la montée de la puissance économique chinoise. Et je pense et j'espère qu'à un certain moment, Bruxelles va reconsidérer cette décision qui, à mon avis, ne mène nulle part, sauf à un impasse entre l'Union européenne et la Russie. Voilà. Pardon. Bravo pour votre prestation. Deux petits pourquoi. Pourquoi vous avez mis le Pakistan et l'Inde dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient? C'est une vision américaine, et je ne pense pas que vous adoptez la vision géopolitique américaine. Nous, on voit Proche-Orient, Moyen-Orient, mais ça, c'est une petite code. Pourquoi vous n'avez pas cité le bombardement que je critique, et je crois que M. Chevènement a la même chose? Chirac, l'une de ses erreurs, c'est qu'il a permis à l'OTAN de bombarder la Serbie, la France. Mitterrand ne l'aurait peut-être pas fait. Alors, avec toute l'admiration que porte Vladimir Poutine à Chirac, est-ce qu'il le critique? Et ma vraie question, vous avez cité Israël. Moi, je suis persuadé, la France, souvenez-vous, était un petit peu... en ce moment, on manifeste au Mali pour faire venir les Russes. Il y a une alliance qui se prépare en RCA, j'ai bien vu ça. Alors, la question que je pose, franchement, c'est peut-être tôt. Moi, je suis partisan d'une alliance mondiale contre le terrorisme, ce qu'avait proposé Vladimir Poutine juste en Syrie. Est-ce que c'est possible, justement, au Sahel? Ce n'est pas les 250 Estoniens, ce n'est pas les Danois, ce n'est pas les 4500 Français. Barkhane s'enlise, je ne sais pas si l'ex-ministre de la Défense va être avec moi. Bon, en un mot, je sais que ça ne va pas se faire, je ne suis pas naïf, mais vu la dégradation de situation, ça serait bien qu'on coopère enfin, Européens, Français et Russes, dans cette région. Parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas les Américains qui vont le faire, ce n'est pas les Chinois. Alors, il faut, je crois, penser, c'est peut-être courageux, enfin, c'est peut-être naïf de le dire, mais je suis persuadé qu'il faut soulever le problème. Alors, je n'ai pas critiqué personnellement Jacques Chirac pour l'opération militaire de l'OTAN en Yougoslavie parce que c'était une décision collective de l'OTAN et j'ai critiqué l'OTAN pour ça, donc c'est la réponse à votre question. J'ai inclus l'Inde et le Pakistan dans la zone du Grand Proche-Orient parce que le Pakistan, définitivement, fait partie du Moyen-Orient, c'est à coup sûr. Parce que les deux pays où Al-Qaïda a commencé à fonctionner après la guerre en Afghanistan, c'était le Pakistan et l'Afghanistan. Donc l'Inde n'y est pour rien, à vrai dire, mais le Pakistan, c'est un pays qui appartient à cette ceinture de pays où il y a eu une poussée djihadiste à partir de la fin des années 80, début 90. En ce qui concerne votre dernière question, mais la Russie a soutenu l'effort français au Sahel. On l'a soutenu dans le Conseil de sécurité. Et même par les avions. Oui. Mais écoutez, je pense que oui, il peut y avoir des formes de coopération, surtout au niveau de transportation, de logistique, côté technique. Je ne pense pas que la Russie a beaucoup d'intérêt d'envoyer des forces militaires dans cette région. Alors là, on est très, cautious, comme disent les Anglais. Prudent. Prudent, voilà, quand la question d'envoi de forces militaires est posée. Quand cette question nous a été posée par l'OTAN en 2001, quand l'opération en Afghanistan a commencé contre les talibs,
on a dit que oui, vous aurez notre soutien politique, militaire, nos hélicoptères et tout ça, mais pas de troupes. Donc là, je ne pense pas que la Russie va aller aussi loin, et je pense qu'une coopération est absolument possible. Et je pense même que les efforts dans ces domaines sont complètement nécessaires, parce que les États-Unis ont raté la guerre contre la terreur. Quand Bush a déclaré cette guerre contre la terreur, il y avait seulement 2 pays où Al-Qaïda était présente. C'était l'Afghanistan et le Pakistan, en 2001. En 2015, le ministère des Affaires de la Défense américain a publié la carte de pays où Al-Qaïda est présente et active. Et donc c'était 23 pays, de la Mauritanie jusqu'au Pakistan. Et je me demande à quoi ils ont servi ces 15 années d'efforts américains, si ce n'est qu'à propager Al-Qaïda sur tout le monde arabe. Donc, vous avez raison, ce n'est pas les Américains qui vont faire ça, parce que je pense qu'ils sont trop souvent pris au jeu d'utiliser ces forces dans leur but politique dans des pays différents, et que oui, ça pourrait être un élément de la coopération entre la Russie et la France. Une question. Pensez-vous que les États-Unis vont se mêler du devenir de la Biélorussie? Comme puissance hégémonique, les Américains essayent déjà de se mêler de l'avenir de la Biélorussie, comme tout autre pays. Vous voyez, le problème avec l'Amérique, c'est que c'est très difficile de délimiter les intérêts, par exemple, de la Russie et les intérêts des États-Unis. En 2003, Vladimir Poutine a trouvé une formule de la solution de la crise en Moldavie. De faire revenir la Transnistrie en Moldavie en créant un État confédéré, avec 2 langues officielles, le moldave et le russe. Mais ça n'a pas été accepté par les États-Unis, où je pense que 99,99% de la population ne connaissent pas où se trouve la Moldavie. Parce qu'elle n'est vraiment pas critique, paraît-il, pour nous, pour les intérêts stratégiques américains. Mais il s'est avéré que la Moldavie est très importante. Et je me rappelle, il y avait un dessin, une caricature dans le International Herald Tribune, quand ça existait encore, ce journal, avec un général américain avec de larges épaules, une très petite tête, qui regarde une carte de l'Afrique et qu'il étudie, et puis il se demande le Tchad, où est-ce que c'est le Tchad? Point d'interrogation. Puis il regarde, il voit, ah, le Tchad! Il prend le téléphone et dit, Monsieur le Président, le Tchad est absolument critique à la sécurité nationale des États-Unis. Ce qui veut dire qu'une puissance hégémonique a une conception totale de ses intérêts. Elle ne peut pas être démancée dans n'importe quelle région du monde. Elle doit être omniprésente partout. Sinon, elle n'est plus hégémonique. Et c'est pour ça que les Américains ont fait tomber ce plan de la solution de la question de la Transnistrie en Moldavie. Et c'est justement pour ça qu'ils s'intéressent à la Biélorussie, parce que la Biélorussie, c'est un allié militaire de la Russie, c'est un allié politique de la Russie. Nous avons un espace économique et de finances communes. La Biélorussie fait partie de l'Union eurasienne qui encompasse la Russie, le Kazakhstan, la Kirghizie, le Kyrgyzstan et l'Arménie. Et donc oui, les Américains sont très intéressés par la Biélorussie et je pense que le jeu est tout à fait clair. Il espère qu'à un certain bout de temps, quand il y aura la question de la succession de M. Loukachenko va se poser, il y aura une semblance de Maïdan ukrainien en Biélorussie où les gens vont sortir dans la rue et vont demander que la Biélorussie devienne immédiatement membre de l'Union européenne. Parce que les Américains vont payer les Biélorusses pas de leur poche, ils vont demander de le faire à l'Europe. C'est ce qui a été fait dans le cas de l'Ukraine. Les Américains ont donné aux Ukrainiens seulement 2 milliards de dollars, et seulement pour des fins militaires. L'Europe en a donné 13. Et puis vous avez entendu M. Trump qui a dit « Mais vous, les Européens, vous ne donnez pas de l'argent à l'Ukraine. » Mais c'est pas possible. Vous en donnez trop peu. Vous avez donné 6 fois plus, mais vous êtes toujours les coupables.